Alors, il ne se passe pas un jour sans que qu'on n'ait pas des craintes ou peurs de l'avenir, etc. Évidemment, et que qu'on fasse du souci. Et évidemment, ça nous bloque pour investir. Il y a beaucoup donc de personnes qui veulent pas vraiment se prendre la tête, et on a un petit peu ce qu'on constate sur les réseaux dernièrement, c'est qu'on a un petit peu inventé l'eau tiède en laissant refroidir l'eau chaude, en redécouvrant ou découvrant pour certains une méthode qui s'appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging. Donc en fait, c'est juste l'idée de lisser périodiquement avec un montant fixe et d'acheter le marché avec un tracker monde ou un tracker spécifique ou si vous avez un petit peu plus de temps, une diversification de trackers ou de grosses actions, etc. et d'accumuler. Alors moi je pars du principe que le DCA c'est bien sur indice, parce qu'un indice ne meurt jamais, si vous voulez, les valeurs qui vont mal se comporter vont être sorties et remplacées par d'autres. Mais si vous faites du DCA sur action directement, ben, le risque c'est que le leader d'aujourd'hui devienne un petit peu la bête noire de demain, et si vous avez accumulé pendant des années dessus, vous avez une forte part de votre patrimoine, et donc c'est compliqué. Même chose pour le DCA de manière périodique, si vous voulez, si vous investissez tous les mois, tous les trimestres, ou même tous les ans, le but c'est de lisser, mais il faut partir du principe, si vous voulez, que ça marche super bien quand le marché est en tendance, qu'il soit en tendance haussière, vous allez accumuler dans la hausse, ou en tendance baissière, vous accumulez dans la baisse, mais en fait, à chaque fois que vous arrivez à une nouvelle période, vous avez une accumulation qui change quand même correctement votre prix de revient. Mais si votre marché fait du zigzag, n'a pas vraiment de tendance, on appelle ça un range globalement, et ça peut être des ranges, des figures très larges, et alors ça arrive pas souvent dans l'histoire, mais ça arrive, et pendant 10, 15 ou 20 ans, éventuellement, le marché fait du zigzag. Donc c'est essentiellement, on arrive à jouer sur des sous-cycles pour aller chercher de la surperformance, mais si vous êtes sur une stratégie de lissage DCA, ben, vous accumulez, si vous voulez, une grosse position sur un niveau de prix à peu près équivalent, et si le marché se casse la figure à ce moment-là, tout ce que vous allez rajouter éventuellement avec vos DCA futurs, en partant du principe que vous continuez à garder votre emploi, etc., parce que c'est toujours la même chose, c'est de dire, ah ben si ça baisse, si c'est le crack, etc., ben moi je continue d'investir, mais en fait vous investissez à chaque fois tous les mois, et vous n'avez pas un capital de côté pour investir. En règle générale, les gens investissent avec leur capacité d'épargne, mais évidemment on oublie que quand l'économie va vraiment mal et que le marché se craque vraiment, on a un risque aussi sur notre emploi et donc notre capacité d'épargne. Et donc de ne pas pouvoir remettre au pot au moment où il faudrait éventuellement, entre guillemets, si on part du principe que la bourse ne peut que monter à long terme, ce qui est l'idée principale de la thèse ici. Mais globalement, donc, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous avez des périodes de range et que vous êtes en mode bête et méchant et je continue de lisser périodiquement, ben, j'ai un risque à un moment donné de me retrouver avec une grosse position. Et tout ce que je vais rajouter maintenant va avoir un impact léger, très léger, même si le marché se casse la figure, sur mon prix de revient global. Donc, et à un moment donné, mon risque, c'est d'avoir continué à faire ça en mode automatique et de ne pas me rendre compte, si vous voulez, que je me retrouve avec une position énorme, une grosse part de mon patrimoine qui est sur certes un tracker, etc., mais sur quelque chose peut-être où j'ai une aversion au risque qui est plus forte que celle que je crois, et surtout au moment où j'ai commencé, j'avais peut-être d'autres responsabilités, d'autres moyens financiers, d'autres objectifs, une autre aversion au risque, etc., que 15 ans ou 10 ans après, etc. Donc également, l'investissement, si vous voulez, c'est un truc qui évolue avec le temps. Donc là, l'idée, pour moi, c'est de dire, ok, une solution qui est bien meilleure si on veut faire du DCA pour pas se prendre la tête, c'est, si on s'y connaît un petit peu plus en bourse, évidemment, c'est d'acheter des niveaux clés. Alors ça demande de faire de l'analyse graphique, de connaître un petit peu plus, etc. Et la majorité des gens ne vont pas le faire. Alors moi, j'ai une approche qui est différente, qui est similaire entre guillemets, mais différente d'un certain côté, c'est que on va pas ouvrir le graphique, on va juste faire en sorte globalement de se poser les bonnes questions et de se dire, la bourse, ça baisse.
et ça baissera. C'est-à-dire, ça sert à rien d'en avoir peur, si vous voulez, ça va arriver. On sait juste pas quand, et on sait pas avec quelle force. Donc on sait pas à chaque fois si on va se prendre un crack ou pas, ou si on va avoir des corrections de 10, 15, 20, 30%, avant que ça remonte, potentiellement de 10%, et puis que ça rechute de 20%, etc. Et ensuite que vous repreniez un cycle de plus 50, plus 60, peu importe. Donc si vous voulez, on ne sait pas un petit peu dans quel sens les montagnes russes vont se faire, ou en tout cas on ne le sait pas suffisamment à l'avance. Donc l'idée c'est toujours de réfléchir en termes de probabilité. On sait que des corrections de 5, 10, 15%, c'est des trucs qui arrivent assez souvent sur le marché. On sait que des corrections et des baisses de 20%, 30%, ça arrive, mais pas si souvent que ça. Et pour le fameux crack qu'on va interpréter comme une baisse de plus de 40 ou de 50% du marché, ben, on voit qu'on en parle tout le temps, et ça fait vendre du papier évidemment, mais en fait ça arrive presque jamais. Et donc tout le monde a peur de ce crack, etc. Et finalement tout le monde a peur d'un truc qui n'arrive presque jamais, et qui les empêche de s'investir un petit peu plus. Donc l'idée, pour jouer sur ces stats, je vous passe l'article ici, je vous mettrai le lien éventuellement pour ceux que ça intéresse de lire toute l'idée. Mais l'idée, si vous voulez, c'est bien de se dire que si vous prenez les statistiques sur les 100 dernières années, en gros, vous avez des baisses de marché de 5%, ou plus, hein, c'est 95% du temps, 10% c'est 63%, 20% c'est 26%, 30% c'est 10%, et 40% ou plus c'est 5% du temps, 5% des années. Ok, donc c'est pas grand chose si vous voulez. Donc pour moi, ce qui va surtout m'intéresser, c'est, si je sors de là, j'avais pas mis le tableau, ouais, ok. Si je sors de là, si vous voulez, c'est de se dire, ok, comment je vais réagir le jour où les marchés baissent? Ben en fait, je veux accumuler au fur et à mesure de la baisse. Mais je veux accumuler, si par exemple j'ai 1000 euros, je pars d'une base 1000, je veux accumuler en fonction des probabilités. Parce que si j'attends le crack, admettons, parce qu'il y a tout le temps des gens qui disent, moi j'attends qu'il y ait le crack. Et donc ils disent, j'attends que ça baisse de 30%. Et quand ça a baissé de 30%, ils se disent, oulala, ok, non, je vais attendre que ça ait baissé de 50%. En fait, ils investissent jamais. Et ils sont très frustrés derrière, parce que ça remonte sans eux, etc. Mais l'idée, voilà, c'est que si vous attendez le crack ou des baisses de 30% et plus, ben, statistiquement parlant, vous attendez des choses qui ne se réalisent pas souvent. Donc c'est ça qui est important de bien réfléchir. Donc pour y réfléchir, la stat ici, c'est globalement, hein, on sait que vous avez une baisse de 10% du marché tous les ans, de 15% tous les 2 ans, de 20% tous les 4 ans, c'est les moyennes évidemment, de 30% tous les 10 ans, et c'est des moyennes sur les 100 dernières années, ça ne veut pas dire que les 100 prochaines seront évidemment les mêmes. Mais bon, ça c'est un autre sujet dont j'ai déjà discuté dans différentes vidéos. Donc vous avez de 30%, des baisses de 30%, c'est tous les 10 ans. Okay, donc déjà, c'est quand même assez rare dans la vie d'un investisseur, vous voyez un petit peu les différences que ça fait. 40%, c'est toutes les 1 ou 2 décennies. Et 50% et plus, c'est 2 fois, 3 fois par siècle, ça dépend comment vous calculez. Mais enfin, vous voyez, typiquement, si vous voulez, si vous attendez le crack, c'est-à-dire 40% et plus, vous risquez d'attendre longtemps. Et en fait, où l'argent se fait, c'est sur les baisses essentiellement de 10, 15, 20%. C'est ça qui arrive le plus souvent, et les marchés repartent. Et donc en 2022, par exemple, si vous prenez le Nasdaq, on a eu 30% sur le Nasdaq. Et là, on est quasiment revenu sur les plus hauts. Alors, on ne va pas dire pourquoi, etc., mais globalement, on en est là aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que pour moi, en fait, les moments où les plus intéressants pour investir, c'est des baisses globalement entre 15 et 30%. C'est ce qui va arriver, entre guillemets, le plus souvent, et qui va permettre de maximiser la performance en partant uniquement sur des statistiques, sans se prendre la tête, savoir si c'est le bon moment, etc. De toute façon, le marché boursier monte toujours face à un mur de crainte, si vous voulez, et c'est quand tout le monde vous dit que l'économie va bien, qu'en règle générale, c'est là où il faut faire attention. Donc du coup, la stratégie, c'est quoi? C'est que si le marché baisse de 10%, je veux sur mes 1000 investir 100, donc 10%. Parce que ça arrive assez souvent, mais je veux quand même conserver le gros de mon pactole pour des baisses de 15 ou 20%. Vous voyez, s'il baisse de 15 ou 20%, je veux investir en tout 400 ou 500. Ok, donc je le découpe après comme je veux, mais donc par exemple 200 sur 15 et 200 ou 300 sur 20%, parce que c'est le truc qui va arriver, c'est finalement les baisses qui sont les plus intéressantes sur du moyen terme.
Ensuite, donc vous voyez, j'ai déjà investi la moitié de mes 1000, ou un petit peu plus, 60% de mes 1000, ça dépend. Je me laisse une marge. S'il baisse de 30%, je vais mettre 250. Parce que 30% de baisse, ça arrive, pas souvent, mais quand ça arrive, voilà, c'est souvent quand même un palier, parce que passer de 30 à 40 ou 50% de baisse, ça veut vraiment dire qu'il y a un gros problème économique, et que c'est le crack en effet, mais voilà, ça arrive pas si souvent que ça, globalement. Et donc, ce que l'on a là, c'est que si ça baisse de 40%, je vais avoir 150, et si ça baisse de 50%, je vais avoir 100. Donc vous voyez, en gros, sur les éléments qui arrivent peu souvent, mais qui sont critiques, parce que c'est des fortes baisses, je veux investir, mais je ne veux pas investir la majorité de mon portefeuille, parce que bah, je risque que ça n'arrive jamais pendant plusieurs décennies, et donc je reste avec mon argent assis. Et donc je me fais bouffer par l'inflation, ça ne m'intéresse pas. Mais donc, ce que je veux, là où je veux avoir la majorité de mon pécule qui est investi, c'est à chaque fois si vous avez des baisses entre 15 et 30%. C'est ça pour moi le plus intéressant. Et donc, vient la question, ok, j'ai mes 1000, et ensuite, ce que je veux faire, c'est rajouter au pot, faire un DCA supplémentaire, mais en rajoutant, si vous voulez, ça va être... Alors ça peut dépendre, évidemment, ça dépend de vos capacités, etc. Mais admettons, je commence avec 1000, et donc je patiente, et donc vous risquez de vivre assez rapidement une baisse de 10-15% éventuellement, et donc vous allez investir 40 ou 50% de vos 1000, et globalement, vous conservez le reste, si vous voulez. Et si vous avez des hausses et des nouvelles baisses, ben vous continuez d'investir de cette manière-là. Et ensuite, tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, vous faites en sorte de pouvoir rajouter 1000 ou rajouter 500, etc. en fonction de vos capacités. Et ça devient votre pot commun. C'est-à-dire que je veux faire un DCA au sens large du capital du portefeuille. C'est-à-dire je rajoute en permanence, mais je ne l'investis pas directement. Ça reste du cash qui est en attente en fonction de ce que va faire le marché, en fonction de là où vous décidez de prendre derrière les points hauts, etc. Mais c'est toujours la même chose, si vous voulez. C'est en gros... quand vous commencez à en entendre parler, que les gens commencent à s'inquiéter, que c'est là où ça doit vous faire tilt, et qu'on est en règle générale pas loin des 15 ou 20% de pertes sur les plus hauts du marché, et que les gens commencent à s'inquiéter, et que donc c'est là où vous êtes intéressé pour placer une partie de ce pécule-là. L'avantage aussi, c'est que si jamais vous arrivez sur ces 40 ou 50% de baisse, donc un vrai crack, donc en effet l'économie va mal, etc., potentiellement vous perdez votre emploi, et donc vous n'avez plus la même capacité d'épargne. Donc vous avez toujours ce pécule de côté. Vous avez mis ce pécule de côté qui, après X années, vous avez potentiellement placé encore 50 ou 60%, et vous êtes resté avec des liquidités. Et ce pécule-là, ben, premièrement, si vous êtes vraiment dans la merde, il peut toujours vous aider. C'est une capacité d'épargne supplémentaire que vous avez conservée. Et sinon, c'est quelque chose qui peut vous permettre d'investir, même si vous perdez votre capacité d'épargne à côté, etc. Vous avez toujours ce pécule-là, et vous pouvez donc suivre avec discipline votre approche de dire, ben, je vais placer 20 ou 30% du portefeuille au moment où j'ai des périodes de baisse de 40-50%. Donc voilà, ça c'est pour mon idée. Évidemment, il faut dissocier cette stratégie-là que l'on applique à un fonds de portefeuille de ce que l'on va faire sur une autre partie du portefeuille, qui peut être un portefeuille plus dynamique selon son horizon de temps, ce que je fais moi, et également des placements long terme qui vont être typiquement sur action, mais sur lesquels on ne fait pas du DCA. On fait de l'accumulation, si vous voulez faire de l'accumulation, vous faites de l'accumulation, mais toujours avec une limite de taille de position. On ne dépasse pas une certaine limite de taille de position pour ne pas avoir des actions, si vous voulez, qui représentent une large partie de votre patrimoine, et sur lesquels tout peut arriver. Donc même si c'est des leaders, aujourd'hui, ils peuvent se faire disrupter, il y a des scandales, il y a toujours à droite et à gauche, personne ne connaît l'avenir, donc il vaut mieux éviter de dépendre, que sa performance ou que son avenir financier dépende d'une poignée d'actions. Donc voilà, ça serait mon approche pour le fonds de portefeuille, que je dissocie évidemment de mon approche action. Pourquoi? Parce que les actions, si vous voulez, vous pouvez avoir des opportunités à moins 30, moins 50% sur certaines actions qui sont complètement décorrélées de la baisse du marché ou du crack du marché. La majorité des cas, c'est corrélé, bien entendu, mais vous pouvez toujours avoir des opportunités pour X ou Y raison sur des actions, et donc c'est pour ça que c'est important de décorréler. Voilà
pour schématiquement cette approche-là, qui est différente des achats périodiques, parce que je veux éviter de lisser mes achats et mon prix de revient, si vous voulez, si jamais le marché fait rien pendant 10 ans. Et ça, c'est arrivé 2 fois dans l'histoire, et c'est pas impossible que ça arrive encore. Donc ce qu'il faut, en fait, si vous voulez, c'est toujours accumuler, soit quand vous êtes vraiment dans des tendances haussières, et ça, en règle générale, c'est contre-intuitif, mais c'est ce qu'il faut vraiment faire, ou alors quand vous êtes dans des périodes baissières. Mais en gros, vous devez accumuler quand vous êtes en tendance. Et quand le marché n'est pas en tendance et qu'il fait du zigzag, c'est la pire chose en fait que de lisser son prix là, parce que vous devenez avec une grosse position et vos futurs lissages vont vraiment impacter de très peu votre prix de revient général, et vous allez vous rendre compte que vous avez un risque qui est plus gros que celui auquel vous aviez pensé au départ, avec l'attitude de dire que les marchés actions ne font que monter. Par moment, ils baissent à court terme, c'est vrai, mais ils savent aussi stagner pendant de longues périodes. Et ça, c'est dû au fait que les indices peuvent conserver des actions pendant de nombreuses années qui ont très bien performé dans le cycle d'avant et qui sont arrivées à maturité économiquement, et qui donc certes vont peut-être distribuer plus de dividendes, etc., mais la croissance, ça va galérer un petit peu plus. Et donc elles vont être un peu plus cycliques, etc., et on risque justement d'avoir, avant que les nouveaux entrants, qui sont encore des petites caps, grossissent suffisamment pour remplacer ces actions arrivées à maturité et qui potentiellement font de la destruction de valeur dorénavant, ben, il se passe beaucoup de temps, si vous voulez, avant que votre ETF ait pu lui-même à l'intérieur lisser les pondérations et remplacer un petit peu les anciens leaders devenus moins robustes par les outsiders qui deviennent des leaders à leur tour. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les suivantes, à liker la vidéo si elle vous a plu, et à me dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, évidemment, hein, c'est pas nouveau hein, comme stratégie, hein, je suis pas en train de dire que c'est moi qui l'ai inventé, etc. C'est une approche qui est très connue. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'appliquez? Est-ce que vous appliquez autre chose dans les commentaires? Ça me ferait une joie de vous lire et de vous répondre, et puis ça peut permettre d'apporter peut-être de l'exhaustivité aux autres personnes qui regarderont la vidéo et qui liront les commentaires. Merci d'avance, et à la prochaine vidéo. Salut les graphes.